Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pour toi, parce qu'aujourd'hui, on va traiter des choses plutôt horribles. Ça va pas être joyeux malheureusement. De toute façon tu me diras, c'est pas forcément très joyeux à chaque fois, hein, dans une chaîne True Crime. Faudra qu'un jour on fasse un petit truc tous ensemble, histoire de se détendre un peu de toutes ces affaires criminelles. Mais pour l'heure, pas de repos. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une affaire complètement dingue. Dans un premier temps, on parlera de la pire tuerie de masse de l'histoire des États-Unis. Et dans un second temps, dans une partie bonus, je vous parlerai d'un fait divers qui fait froid dans le dos. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est un phénomène qu'on voit malheureusement beaucoup dans notre société. Parfois on s'en rend pas forcément compte, mais vous allez voir, restez jusqu'à la fin et vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on se retrouve pour une réelle tragédie qui a frappé les États-Unis. En effet, le true crime du jour concerne la pire tuerie de masse de l'histoire des États-Unis. Il s'agit de la fusillade de la First Baptist Church de Sutherland Springs. Dennis, Lula, Brian ou encore Emily font partie des victimes. Ce massacre a fait couler beaucoup de sang et je vous laisse imaginer la tristesse des proches, des familles, enfin vous voyez le tableau. Ils étaient tous différents. Certains étaient déjà à la retraite et coulaient des jours heureux. D'autres étaient des employés aux journées bien remplies. D'autres encore des étudiants ou même juste des enfants ou des bébés qui avaient la vie devant eux. Leur point commun, c'est qu'ils partageaient la même foi. Ils fréquentaient la même église et ils ont tous été victimes de la folie meurtrière de Devin Patrick Kelley. Tout va se dérouler au Texas et plus précisément à Sutherland Springs dans le comté de Wilson à environ 25 km de San Antonio. Il n'y a pas grand chose à dire sur Sutherland Springs. Dans l'absolu, il s'agit d'un petit hameau rural et calme de 400 habitants où la grande majorité de la population est blanche. Et si quand je vous dis ça, vous imaginez une petite ville où tout le monde se connaît, avec des hommes portant des chapeaux de cow-boy, eh bien vous avez tout à fait raison. Là-bas, t'as un peu l'impression de vivre un cliché américain, d'être dans un film de western. Mais enfin bon, le dimanche 5 novembre 2017 aurait dû être un dimanche comme les autres pour les fidèles de la First Baptist Church de Sutherland Springs. La First Baptist Church, avec mon anglais éclaté et qui écorche tous les mots, c'était l'église baptiste de la ville. Et pour information, le baptisme est un mouvement chrétien évangélique fondé en 1609 par les anglais John Smith et Thomas Ellwys. Cette branche du christianisme est présente à travers le monde et elle compte un nombre important de fidèles aux États-Unis. Je sais pas si vous avez déjà vu des baptêmes d'adultes qui sont complètement immergés dans l'eau. En général, ça se fait dans de grands bassins. Et bien ça fait partie du culte de l'église baptiste. Donc comme je vous le disais, nous sommes le dimanche 5 novembre 2017. Et comme tous les dimanches, les fidèles se rendent à l'église pour le culte dominical. Dans la culture américaine, et particulièrement dans les États conservateurs comme le Texas, la religion est très importante et la majorité des gens se rendent à l'office du dimanche. Ce dimanche-là, comme c'est souvent le cas, environ 40% de la communauté assiste à l'office. Alec Kruger, âgé alors de 16 ans, arrive avant la messe pour préparer le petit déjeuner pour la communauté. Hayley ou Hayley prépare une carrière d'infirmière. Elle est jeune, pétillante et très joyeuse. Il y avait aussi beaucoup de fidèles présents ce jour-là et je vais vous les présenter petit à petit. Il y avait Dennis Johnson, 77 ans, et Sarah Johnson, 68 ans. C'était un couple de retraités qui fréquentaient la First Baptist Church depuis maintenant 11 ans. Il y avait aussi Lula Wansiski White, fait encore plus compliqué avec les prénoms et les noms de famille. Parfois c'est pas que j'ai un accent éclaté, c'est que les prénoms sont complètement farfelus. Je vous jure, parfois c'est une mission de prononcer certains noms de famille. Wansiski, je crois qu'elle est bonne celle-là. Bref, Lula est une retraitée de 71 ans qui, comme Hayley, participe beaucoup à la vie de la communauté. Richard et Thérèse Rodriguez, âgés de 66 ans, sont également très actifs au sein de la communauté. Peggy Lynn Warden, 56 ans, Robert Scott Marshall et sa femme Karen, tous deux également âgés de 56 ans. Ils venaient tout juste d'emménager à côté de l'église. Ils vont assister à la messe pour la première fois et malheureusement pour la dernière fois aussi.
Le pasteur de l'église, Frank Pomeroy, et sa femme Thierry sont absents ce jour-là, car ils étaient en déplacement. En revanche, leur fille de 14 ans, Annabelle Pomeroy, était bien présente. Imaginez une seule seconde la tristesse des parents à la suite de tous ces événements. Eux, ils ont eu cette chance de ne pas y être, mais leur fille, elle, malheureusement, vous connaissez la suite. Le culte dominical n'étant évidemment pas réalisable sans pasteur, Frank Pomeroy est exceptionnellement remplacé par le pasteur Brian Holcomb. Sont donc également présents Brian Holcomb, sa femme Carla, leur fils Danny, avec sa fille de 17 mois, Noah. Il y avait aussi John, un autre fils, accompagné de sa femme Crystal, enceinte de 5 mois, mais aussi leurs enfants, âgés de 13, 11, 9, 7 et 5 ans. Comme tous les dimanches, le programme de l'église est le suivant. 9h15, service du fameux petit déjeuner préparé par Hayley. 9h45, l'école du dimanche où un cours de religion est dispensé aux enfants. À 11h, début de l'office du dimanche. Là, les fidèles sont rassemblés dans l'église et tout se passe très bien, quand tout d'un coup, à 11h20 précisément, en plein office, on commence à entendre des coups de feu qui sont dirigés vers l'église. Les fidèles sont surpris et ils commencent à paniquer lorsque soudain, un homme entièrement habillé en noir fait irruption dans l'église. Cet homme est armé et il tire sur les fidèles depuis l'intérieur de la bâtisse. L'église a l'habitude de filmer les cultes pour ensuite poster les vidéos sur sa page YouTube. Dans la vidéo du dimanche 5 novembre, c'est avec horreur que les personnes qui ont pu la visionner ont vu le tueur tirer sur les fidèles avec son fusil sans aucune pitié. On le voyait s'arrêter uniquement pour recharger son arme. Il les tuait les uns après les autres d'une balle dans la tête, et tout ça a duré 7 longues minutes. L'arme utilisée par l'assaillant est un fusil d'assaut semi-automatique AR-15 Colt. Imaginez la scène, donc on a un homme avec une arme pareille entre les mains. Il est capable d'ouvrir le feu sur n'importe quel fidèle de l'église. Ça semble irréel. Stephen Wilford, un des habitants de la ville, âgé de 55 ans, est prévenu de la fusillade par sa fille alors qu'il dormait. Cette dernière a entendu les coups de feu et elle a immédiatement réveillé son père. Faisant preuve d'un sang-froid incroyable, il quitte directement son lit et il sort de son armoire son AR-15. Il charge son arme et sort de chez lui pieds nus pour tenter d'arrêter l'assaillant. Là, quand on entend ce que je suis en train de dire, ça semble dingue. On a l'impression qu'il s'agit d'un scénario de film qui tourne au drame. Personne n'aurait pu se douter une seule seconde qu'un tel drame aurait pu se produire. Stephen Wilford ne panique pas, il a une attitude absolument folle. Il court vers l'église et lorsqu'il est à proximité, se cache derrière la voiture d'un voisin. Pour information, Stephen est un ancien instructeur de la NRA, qui veut dire la National Rifle Association of America. Il s'agit d'une association américaine à but non lucratif fondée en 1971 et qui a notamment pour mission de protéger le droit de posséder et de porter des armes pour les Américains. Du coup, compte tenu de son passé, il connaît parfaitement le monde de l'armurerie. Et lorsqu'il est caché derrière la voiture et qu'il voit l'assaillant sortir de l'église, il reconnaît immédiatement la tenue que ce dernier porte. Il s'agit d'un gilet pare-balles, mais cette tenue a une particularité. Elle n'a pas de protection latérale. Stephen lui tire donc dessus en visant les endroits non protégés. À ce moment précis, il agit de façon héroïque. Il ne va pas hésiter une seule seconde. Il blesse l'assaillant au côté et à la jambe, mais ce dernier réplique avant de s'enfuir dans son véhicule. À ce moment de l'histoire, Stephen Wilford n'envisage clairement pas de laisser le criminel s'enfuir. Un homme répondant au nom de Johnny Langendorf allait rendre visite à sa petite amie, au volant de sa camionnette, quand il a été témoin de l'échange de tirs. Stephen Wilford court à la rencontre de Johnny. Il monte dans la camionnette et tous les deux se lancent à la poursuite du suspect. Le tueur roulait à grande vitesse en direction de la seconde église du village. On devine qu'il envisage de reproduire le même carnage qu'il vient de réaliser. Il fallait absolument arrêter ce monstre et au plus vite. Stephen et Johnny, qui se sont bien évidemment mis en relation avec la police en appelant le 911, poursuivent l'assaillant. Ils se déplacent aussi vite qu'ils le peuvent durant environ 7 minutes. Lorsqu'à un moment, ils réalisent que le fuyard a perdu le contrôle de son véhicule. Il a quitté la route et a fini sa course dans un champ. En observant de loin, ils ont pu voir que l'assaillant était inanimé au volant du véhicule. La police est arrivée sur les lieux quelques instants plus tard. Ces deux héros ont vraiment su garder leur sang-froid durant ce moment surréaliste qui ressemblait vraiment à un film. Par contre, la question qu'on peut tous se poser ici, c'est la suivante. Qui est cette personne qui a ouvert le feu sur de pauvres innocents et pour quelle raison? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Alors comme je viens de vous l'expliquer, l'assaillant s'enfuit au volant de sa voiture. S'ensuit alors une course-poursuite et finalement, il perd le contrôle de son véhicule, quitte la route et s'arrête dans un champ. La police arrive alors très rapidement sur les lieux. L'auteur de la fusillade est mort au volant du véhicule d'une blessure par balle. Cependant, on ne sait pas s'il a mis fin à sa vie ou si c'est une des balles tirées par Stephen Wilford qui l'a tué. Quoi qu'il en soit, la police identifie le criminel très rapidement. Il s'agit de Devin Patrick Kelley. Kelley est un Américain né le 12 février 1991 dans le comté de Comal au Texas. Il est donc âgé de 26 ans au moment des faits. Alors vous allez le voir, Kelley est un homme très violent, au passé bien chargé. Dès l'adolescence, il se distingue par un comportement très particulier. Plusieurs de ses anciens camarades de classe ont expliqué avoir pris leur distance avec lui. Ils se souviennent de lui comme un adolescent agité et solitaire. Certains d'entre eux estiment que Kelley souffrait déjà de problèmes de santé mentale lorsqu'il était adolescent, notamment Red Mossis, son ancien camarade de classe qu'il a côtoyé pendant 4 ans. Il a indiqué lors d'un témoignage « Je sais que ses parents lui donnaient de grandes doses de médicaments lorsqu'on était au collège ». En grandissant, Kelley décide de s'engager dans l'armée et il devient caporal dans l'US Air Force. En effet, il avait été recruté en 2010 pour travailler comme logisticien dans une base de l'armée de l'air au Nouveau-Mexique. Mais sa carrière militaire ne dure pas, car seulement 2 ans après, il est condamné à 1 an de prison. Il sera dégradé puis renvoyé de l'armée. Le motif de tout ça, c'est qu'il a menacé ses supérieurs. Rien que ça. Ça lui a également valu un internement dans une clinique psychiatrique à Santa Teresa au Nouveau-Mexique. Mais de là-bas, il a réussi à s'échapper avant d'être retrouvé et rattrapé par la police à la gare routière d'El Paso, au Texas. Il faut savoir que Kelley envisageait de mettre réellement à exécution ses menaces de mort. Vous imaginez un peu avoir son profil psychologique? Ça en disait long. Mais ce n'est pas tout, écoutez ce que j'ai découvert. En effet, en 2012, alors qu'il n'a que 21 ans, il est poursuivi par la justice pour violence envers son épouse et pour avoir fracturé le crâne du bébé de cette dernière. Et ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais on a affaire à une sacrée pourriture. Fracturer le crâne du bébé de sa femme? Comment tu peux te regarder devant un miroir après ça? C'est tellement triste. Je comprendrai jamais les gens qui s'en prennent à ceux qu'ils aiment. Enfin, ceux qui sont censés aimer. Je sais même pas quoi dire. Bien évidemment, sa femme ne reste pas avec lui, mais il se marie à nouveau avec une jeune femme qui s'appelle Danielle Shields. Et suite à son renvoi de l'armée, il se convertit en agent de sécurité. Kelley et Danielle déménagent plusieurs fois. Au début, il s'installe dans le Colorado, où Kelley se fait à nouveau remarquer. Cette fois, il va être accusé de mauvais traitements envers des animaux. En 2014, il est mis en cause pour des faits de violence sur un animal. Ses voisins avaient alerté la police pour signaler qu'il brutalisait son chien. Mais l'affaire a été classée après le paiement d'une amende. Et déjà là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui te donne le droit de frapper ton chien et de t'en sortir avec une simple amende? Déjà sa femme, son bébé, ça, mais tu mérites la prison. Là, il méritait l'enfermement. Donc là, d'un point de vue judiciaire, c'était déjà très bizarre. Qu'est-ce que vous faites? C'était tout simplement pas normal ce qui se passait. Laisser couler des choses aussi graves, regardez ce qui se passe après. Bref, après avoir payé son amende et qu'il s'en sort aussi facilement, le couple s'installe ensuite à New Braunfels, au Texas. Cette ville se situe à une 50aine de kilomètres de Sutherland Springs où a eu lieu la fusillade. Pour le coup, Kelley ne se fait pas particulièrement remarquer. Mark Movaritch, un de ses voisins, interrogé par une chaîne locale, décrit Kelley comme un gars normal, qu'il n'avait rien de particulier. Il ajoute aussi la phrase suivante. La seule chose étrange à son sujet, c'est qu'on entendait beaucoup de tirs qui venaient de son côté de la route, souvent la nuit. De là à dire que c'est normal, c'était un peu abusé quand même. T'as ton voisin qui utilise une arme à feu pendant que toi t'es en train de faire un barbecue, mais c'est normal, tu risques rien. Et les États-Unis, c'est des barjots. On n'est pas du tout dans le même monde. Tu ne peux pas être normal et tirer la nuit avec une arme à feu. C'était pas vraiment compatible. Concernant les motivations de Kelley, plusieurs pistes ont été établies. Déjà, parmi les 26 victimes du massacre de Sutherland Springs, 12 étaient liées directement ou indirectement à l'US Air Force. Nous pouvons donc supposer qu'il a attaqué l'église pour enfin mettre à exécution les menaces de mort qu'il avait proférées quelques années auparavant. Au-delà de ça, il faut savoir que Kelley était décrit par les personnes qui le connaissaient comme un athée militant. Il était anti-chrétien, alors qu'il avait pourtant enseigné à la Vacation Bible School par le passé. Il s'agissait de cours de religion durant les vacances d'été. Donc Kelley n'est pas né athée, mais au fur et à mesure du temps, il a rejeté cette religion.
Il exposait souvent sa frustration sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il prenait régulièrement pour cible la religion, l'église et les croyants. Donc on peut dire que ses motivations lors de l'attaque de l'église étaient également idéologiques. De plus, lorsque son véhicule a été pris en chasse, Kelly s'est d'abord dirigé vers la seconde église du village. Il avait encore à bord une grande quantité de munitions, ce qui pourrait laisser penser qu'il avait encore l'intention de commettre un second massacre. Et il aurait peut-être également agi en raison d'un différend familial, car sa belle famille fréquentait cette église. La grand-mère de son épouse, Lula Wensiski White, fait partie des victimes. Michelle Shield, fille de Lula White et belle-mère du tueur, aurait reçu des menaces de son gendre par SMS, peu de temps avant le drame, mais elle ne se trouvait pas à l'église au moment des faits. Est-ce qu'il a agi pour la première, la deuxième ou la troisième raison, ou peut-être les trois? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit et peu importe ses motivations, Kelly aura provoqué la fusillade la plus meurtrière survenue dans une église dans toute l'histoire des États-Unis. Mais c'est aussi l'histoire la plus meurtrière dans l'histoire du Texas, avec 26 innocents tués. La grande question que je me suis directement posée et que vous vous êtes peut-être posée aussi, c'est la suivante. Comment une personne avec le passé de Kelly a pu acheter une arme et la détenir? Comment ça se fait qu'il n'était pas plus surveillé que ça? C'est complètement fou. En effet, selon la loi fédérale, l'ancien caporal reconverti en agent de sécurité n'avait pas le droit d'acheter ou de posséder une arme à feu. Alors comment a-t-il pu se procurer une arme semi-automatique et l'afficher fièrement dans les réseaux? C'est à l'origine une erreur de l'armée qui n'avait pas informé le FBI de la condamnation du tireur. Le délit de violence conjugale de Kelly n'a pas été inscrit au registre du Centre national d'information criminelle. Il y avait d'énormes failles dans le système. Et à cause de ça, 26 personnes innocentes qui en ont fait les frais. De plus, Kelly avait acheté son fusil d'assaut en avril 2016 dans une armerie de San Antonio. En signant les papiers lors de l'achat, il n'avait rien dit concernant ses antécédents judiciaires. Il a coché la case attestant que son passé ne l'empêchait pas d'acquérir une arme. Donc là, il n'y a pas eu de réel contrôle. Et ça, c'est très grave. En gros, n'importe qui peut se fournir une arme en mettant n'importe quoi sur un formulaire. Se procurer une arme pouvant donner la mort aussi facilement, ça fait quand même très peur. Alors les militants anti-port d'armes se sont immédiatement et très vivement exprimés, ce qui est compréhensible, mais face à eux, les défenseurs du droit au port d'armes se sont vite défendus. Ils vont dire que Stephen Wilford, le voisin qui a interrompu le massacre, était un ancien instructeur de la NRA. Il possédait la même arme que le tueur, ce qui a pu empêcher Kelly de poursuivre sa tuerie. Est-ce que c'était une bonne chose pour autant ? Je vous laisse avoir votre propre opinion. Enfin bref, que toutes les victimes de ce massacre puissent reposer en paix. Ainsi se termine la première affaire. Et n'oubliez pas, un bonus arrive juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin pour le découvrir, ça en vaut la peine. Il y a des choses dans cette société qui font très peur et je pense qu'on a besoin d'en parler. Concernant la fusillade, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce massacre qui a choqué les États-Unis et le monde entier. Sérieusement entre nous, comment c'est possible ? Comment un être humain a-t-il pu à un moment de sa vie tourner aussi mal? Je vous jure, quand je réfléchis à tout ça, à ce genre d'événement catastrophe, ça me rend complètement fou. Je suis là, je suis en train de penser, je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça, ce fou? Il avait une femme, un enfant, mais non, lui il va péter un câble, il va arracher la vie de plein d'innocents, ça n'a aucun sens. Je vous promets, à force, on peut tellement tomber dans une sorte de paranoïa. Tu te dis que ces gens-là sont prêts à tout, et il y en a beaucoup dans notre société, malheureusement. On sait pas de qui il s'agit, c'est peut-être ton voisin, ou ton ami d'enfance, ou... Tu sais pas, ça arrive comme ça du jour au lendemain, ça fait tellement peur. Tu sais pas quand ils vont agir et ce qu'ils ont dans la tête, et c'est ça le plus effrayant. Et j'ai une petite question avant de passer à l'histoire bonus. Selon vous, comment on aurait pu éviter un tel massacre? Quelles mesures on aurait pu prendre? Je suis curieux de vous lire et de voir vos propositions. Maintenant, je vous propose de passer au bonus. Let's begin. En juillet 2022, une maman apporte son enfant aux urgences de Rennes suite à un malaise de ce dernier. Jusque-là, rien de bien inquiétant. Cette situation arrive à des milliers de parents chaque jour. Le problème, c'est que l'état de santé de l'enfant est très préoccupant. En effet, il a 14 ans, mais il est anormalement maigre. Lors de sa prise en charge, il pesait 25 kilos, soit environ le poids d'un enfant de 8 ans. De plus, cet enfant présente de gros problèmes d'élocution. Il semble très apeuré par les gens qui s'approchent de lui et il présente également un retard de développement intellectuel. Lorsque le corps médical interroge sa maman sur son suivi médical, notamment sa vaccination, etc., elle leur donne des informations pour le moins surprenantes
Il semblerait que ce jeune garçon n'a aucun suivi médical et qu'il n'a reçu aucun vaccin. Compte tenu de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent, les équipes médicales du service pédiatrique sont inquiets pour cet enfant. Ils décident alors de procéder à un signalement judiciaire. Qu'est-il arrivé à cet enfant et pourquoi est-il dans cet état? Les doutes se confirment et les autorités découvrent rapidement que l'enfant n'est connu par aucun médecin, mais également par aucun établissement scolaire. Oui, vous avez bien entendu, cet enfant n'est jamais parti à l'école. Ça semblait très bizarre cette affaire. Alors l'école à la maison, certes ça existe et de nombreux enfants reçoivent l'éducation scolaire à la maison par leurs parents, mais ce sont des enfants intégrés à la société. Ils sont équilibrés, en bonne santé, ce qui ne semble pas du tout être le cas de ce pauvre garçon. Né aux Philippines d'un père inconnu, sa mère Stéphanie s'installe ensuite à Paris jusqu'aux 8 ans de son fils, puis à Rennes. Bien qu'elle indique avoir déclaré la naissance de son enfant à l'ambassade de France aux Philippines, pour le reste, l'enfant n'était déclaré nulle part et il semblerait que très peu de gens connaissent son existence. Apparemment, l'enfant a grandi reclus chez lui, avec sa mère dans un appartement insalubre, alors que sa mère Stéphanie est issue d'un milieu aisé. Au vu de tous ces éléments, le jeune garçon a été placé par l'aide sociale. Stéphanie, sa maman, est mise en examen et placée en contrôle judiciaire. Le mardi 16 mai, elle est gardée pour toutes ces raisons. Soustraction à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. Privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Elle est soupçonnée d'avoir caché l'existence de son fils pendant 14 ans. Alors bien sûr, la maman qui se considère comme une artiste a pris un avocat. Et elle s'est défendue de toutes les accusations qui sont portées contre elle. D'après elle, tout était tout simplement faux. Concernant le poids de son fils, elle indique qu'en effet, il a une morphologie fine. Elle disait qu'il ne souffrait absolument pas de malnutrition. Au contraire, il mangeait très bien avec elle. Elle a dit dans une interview que les gens ne sont pas des points sur une courbe de croissance, et que pour elle, le physique de son fils est tout à fait normal, et pas du tout inquiétant. Pour ce qui est de sa scolarisation, en effet, elle ne l'a pas scolarisé dans un premier temps à cause d'un problème administratif. Puis finalement, elle a décidé de lui faire l'école à la maison et de le laisser découvrir le monde et d'apprendre seul en autonomie grâce à Internet. Vraiment bizarre tout ce qu'on apprend. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très très sombre et qu'on a évité le pire. Après, je me prononce pas trop vite, on sait jamais. Mais de là à peser le poids d'un enfant de 8 ans, c'est quand même très très grave. Stéphanie, âgée de la quarantaine, a une vision particulière de voir le monde. Elle indique ne jamais avoir voulu dissimuler son enfant, mais qu'ils ont peur de l'extérieur. Elle dit avoir peur du monde, et elle a donc une vision manichéenne du monde. Une vision manichéenne, ça veut dire que le bien et le mal s'affrontent, et la mère a sûrement tellement peur du mal qu'elle préfère isoler son fils. La maman insiste sur le fait que son fils est très heureux avec elle et très épanoui. Et à l'inverse de ce qu'a déclaré le corps médical, elle considère que son fils est très intelligent et qu'il a une très bonne élocution. C'est tout l'inverse de ce qu'ont dit les médecins. Toujours d'après la maman, son fils n'était absolument pas reclus. Il sortait quotidiennement. Il fréquentait les musées, les bibliothèques et tous les autres lieux culturels et qu'il faisait également du sport. Mais si tout ce qu'elle disait était vrai et que son fils était heureux, épanoui et en bonne santé, pourquoi les médecins auraient fait de telles déclarations et pourquoi son fils est placé à l'heure d'aujourd'hui? Cette histoire, je la trouve vraiment intrigante et on devrait en savoir un peu plus le mois d'octobre prochain. Lors du jugement de Stéphanie, on aura enfin un peu plus de réponses. En tout cas, si elle ment et qu'elle a vraiment infligé cette vie horrible à son enfant pendant 14 ans, ça serait vraiment monstrueux. Ainsi se termine cette petite affaire supplémentaire. Ce que je vous propose, c'est de me suivre sur mon Insta Mogota-sama. Et si l'affaire bouge et qu'on en sait un peu plus, je vous en parlerai directement là-bas. Je trouvais ça intéressant de vous faire un petit bonus comme ça. À l'avenir, je pense que j'en ferai sur pas mal de sujets à la fin des vidéos. Ça permettra de vous parler de plein de faits divers qui sont très nombreux et très insolites. Quand je pourrai pas en faire une vidéo complète, je vous en parlerai en bonus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si cette idée vous plaît. Enfin bon, n'oubliez pas, j'attends vos avis concernant la fusillade également. Je vous dis à très vite pour une nouvelle affaire, prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.